Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'Écarlate. 19 années d'édition. Littérature, érotisme, essais critiques, rock'n'roll. Déjà paru. Dominique Agostini, La petite fille qui cachait les tours. François Audoui, Brighton Rockes. François Bachet, Mémoire sonore. Georges Bataille, Dictionnaire critique. Jean-Louis de Rennes, Comment veux-tu que je t'embrasse? Louis Crétienneau, Le chant des moteurs, du bruit en musique. Jean-Christophe Dolé, Abilify le poney. Jean-Christophe Dolé, Blue.fr. Guy Dubois, La conquête de l'Ouest en chanson. Brigitte Fontaine, La limonade bleue. Erwan Gauthier, L'art d'inexister. Erwan Gauthier, Les vivacités silencieuses. Pierre Joannul, D'Ingorami noir. Pierre Jourde, La voix de Valère Novarina. Akos Kertész, Le prix de l'honnêteté. Akos Kertész Macra. Greg Lamazer, bluesman. Marianne Le Morvan, Berthe Veil, La petite galeriste des grands artistes. Jacques-André Libioul, La déraille. Marielle Magliozzi, Art brut, architecture marginale. Alain Marc, Écrire le cri, Sade, Bataille Mayakovsky. Thierry Marignac, Des chansons pour les sirènes. Claire Mercier, Figure du loup. Claire Mercier, Désir d'un épilogue. Pierre Mikhaïlov, Somme cliché, une enquête sur la disparition du rock'n'roll. André Nemeth, La commune de Paris. Bernard Noël, L'espace du désir. Ernest Pépin, Jardin de nuit. Maria Pierrakos, La femme du peintre ou du bon usage du masochisme. Enver Pouska, Pierre Tombal. Jean-Patrice Roux, Bestiaire énigmatique. Natiot, Érotique mental food. Jean Zay, Chronique du grenier. L'Écarlate, Jérôme Martin. Librairie Les Temps modernes, 57, rue ND de Recouvrance, 45 000 Orléans. écarlate.jérômemartin@yahoo.fr. Introduction. Le jeu d'échecs fascine à tel point qu'il a été l'objet d'attention dans des domaines de la vie intellectuelle extrêmement divers. Il a été notamment exploité sur le plan thématique et structurel, dans la littérature et le cinéma. Le jeu d'échecs s'inscrit dans la problématique générale du lien entre le ludique et l'écriture et la créativité. Ce jeu de compétition intellectuelle représente une des multiples modalités du jeu dans la littérature parmi d'autres tels les jeux de hasard. L'activité ludique, en général, apparaît dans des littératures appartenant à diverses aires culturelles et linguistiques. Entre beaucoup d'autres œuvres, le jeu de cartes est au centre du récit de Pouchkine La Dame de pique, l'engouement pour la roulette dans Le joueur de Dostoïevski. Lewis Carroll a intégré les cartes et le cricket dans Alice au pays des merveilles. Plus tard, les multiples facettes du jeu ont intéressé les écrivains post-modernes non seulement sur le plan thématique mais encore du point de vue structurel. On pense à la Marelle de Cortázar ou aux écrivains du mouvement Oulipo, qui dévoilent la variété des jeux et de leur mode d'intégration dans la littérature. On retiendra l'exploitation du jeu de Go dans la poésie de Roubaud, ou du jeu de tarot comme embrayeur narratif chez Calvino dans Le Château des Destins croisés. Dans la littérature postmoderne, qui met en avant la notion d'autoréférentialité, le jeu s'est révélé comme constituant majeur de l'écriture, traduisant un engouement pour l'application de la règle dans l'espace de la fiction. Par postmodernisme, nous entendons un mouvement esthétique post-Auschwitz ou post-Hiroshima. Certains critères mettent en avant une crise de la représentation due à l'érosion des valeurs face aux massacres à grande échelle élaborés par la rationalité humaine. Ces critères ont été définis par quelques traits essentiels par Iyad Hassan, dont on retiendra quelques caractéristiques qui nous semblent importantes en fonction des paradigmes discursifs que nous avons choisis. Le premier critère essentiel est l'indétermination, induisant le culte de l'erreur ou de l'omission volontaire qui conduisent le lecteur à une interprétation erronée. Un second point doit être souligné. Le postmodernisme révèle une esthétique de la fragmentation et du montage. L'œuvre est décomposée et reconstituée à la manière d'un puzzle. Une troisième caractéristique peut être définie par le refus de la mimésis et de la description. L'autoréférentialité confère au texte une autonomie par rapport au réel. Enfin, le postmodernisme introduit une ironie, qui implique une distanciation et l'instauration d'un univers de pluralité,
qui traduit le refus de l'esprit de système. Ces 4 critères essentiels s'inscrivent dans le fonctionnement du jeu d'échecs, où les effets en trompe-l'œil permettent de leurrer l'adversaire. Les unités fragmentées, constituées par les cases et les pièces, forment un ensemble auquel le joueur, créant sa partie de manière distanciée, instaure son univers. Ce monde possible cohabite avec une pluralité d'autres mondes possibles, qui pourraient s'élaborer à partir de chaque embranchement de la partie. Le jeu d'échecs est fondé sur une dynamique de localisation, où les éléments sont disposés de manière significative les uns par rapport aux autres. La fragmentation et la cohérence des éléments entre eux rapprochent le jeu d'échecs du langage, ce qui explique son utilisation métaphorique dans le domaine de la linguistique. Les pièces du jeu d'échecs renvoient aux différentes unités linguistiques qui forment la langue dans son ensemble. Les unités ne sont cohérentes qu'en relation les unes avec les autres. L'intérêt porté au jeu d'échecs, en effet, ne se limite pas à la production artistique. Au sein de la critique littéraire, ce jeu de stratégie a été utilisé comme un outil, notamment par Saussure qui l'a présenté comme métaphore du système de la langue. Toutes les pièces du jeu forment entre elles un ensemble pertinent et cohérent où les pièces n'ont pas de signification séparément, mais en fonction d'une stratégie d'ensemble. Cet aspect a été conceptualisé par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans 1000 plateaux, où il oppose le monde strié du jeu d'échecs à l'espace lisse du jeu de Go. Espace lisse du Go contre espace strié des échecs. C'est que les échecs codent et décodent l'espace, tandis que le Go procède tout autrement, le territorialise et le déterritorialise. Deleuze met en relation 2 jeux de société où les pièces n'entretiennent nullement le même rapport à l'espace. Il est fermé pour les échecs, où il s'agit d'occuper l'espace, alors que les pièces du Go évoluent par un mouvement perpétuel en un espace ouvert. Un autre aspect les oppose. Les pièces d'échecs ont des caractéristiques intrinsèques, représentant chacune une fonction particulière, alors que les pièces du Go sont des unités abstraites, plongées dans l'anonymat. Les pièces sont particularisées au jeu d'échecs, alors qu'au jeu de Go, elles ont une valeur commune et universelle, ce qui leur enlève toute valeur d'individualisation. Les pièces d'échecs sont codées, elles ont une nature intérieure ou des propriétés intrinsèques, d'où découlent leurs mouvements, leurs situations, leurs affrontements. Elles sont qualifiées, le cavalier reste un cavalier, le fantassin un fantassin, le voltigeur un voltigeur. Les pions de Go au contraire sont des grains, des pastilles, de simples unités arithmétiques, et n'ont d'autre fonction qu'anonyme. Cette particularisation du rôle bien défini de chaque pièce est liée à la structure politique et militaire que le jeu d'échecs est censé reproduire. Si l'origine des échecs n'a jamais été établie de façon irréfutable, les historiens s'accordent à dire que le jeu reflète l'activité sociale de la guerre. L'analyse diachronique des termes utilisés pour chaque pièce traduit cette configuration politico-militaire du jeu. À titre d'exemple, la dame était à l'origine une tente, la tour un char de guerre et le fou un éléphant, animal lié au déplacement rapide de troupes. Ces appellations correspondent à l'ancêtre du jeu d'échecs, apparu au 5e siècle en Inde, le chaturanga qui se jouait à 4. Il est intéressant de noter que ce jeu quadripartite introduisait une part d'aléa, de hasard qui disparut ultérieurement, le jeu d'échecs étant un jeu agonal. Notre étude de ce jeu complexe qui renvoie, comme nous venons de l'évoquer, au paradigme de la guerre et du pouvoir, ne prétend pas retenir tous les aspects du jeu de manière exhaustive. De nombreuses études ont été consacrées au jeu d'échecs, dans des domaines aussi variés que la psychanalyse ou la sociologie. Pour ce qui est du phénomène échiquéen dans la littérature, il faut citer l'ouvrage qui réunit des textes de divers critiques, sous l'égide de Jacques Berchtold, de Échiquier d'encre, Le jeu d'échecs et les lettres, 19e-20e. Nous évoquerons principalement des œuvres modernes et post-modernes, à l'exception du roman précurseur de Lewis Carroll De l'autre côté du miroir. Cette œuvre fondatrice associe les paramètres du labyrinthe et du miroir au jeu d'échecs. Nous mettrons en avant le lien entre l'écriture et les mécanismes et stratégies de ce jeu fondé sur la compétition. Dans le jeu d'échecs est évaluée la capacité du joueur à faire évoluer les pièces de manière efficace et créatrice sur l'espace strié de l'échiquier, évoqué par Deleuze, espace structuré par la géométrie des 8 cases sur 8. Dans cet espace fini, les possibilités combinatoires sont infinies.
La correspondance entre l'écrivain produisant son œuvre et le joueur d'échecs, engagé dans une stratégie de combinaison entre les pièces, est d'autant plus frappante dans la littérature moderne, où le jeu d'échecs est l'emblème de la création. Stefan Zweig, le joueur d'échecs, Vladimir Nabokov, la défense Lujin. Cette analogie a été développée dans la littérature postmoderne, où la création devient tactique de la combinatoire et activité ludique. Georges Perec, La vie mode d'emploi, Vladimir Nabokov, Feu pâle. Cette parenté entre le jeu d'échecs et la création artistique n'a pas échappé au structuraliste russe Viktor Choklovski dans sa théorie de la prose. L'action d'une œuvre littéraire se déroule sur un champ de bataille. Les masques et les types du drame moderne correspondent aux pièces du jeu d'échecs. L'intrigue correspond aux coups et aux gambits, c'est-à-dire aux techniques du jeu, telles qu'utilisées et interprétées par les joueurs. Les tactiques et les péripéties correspondent aux coups exécutés par l'adversaire. Cette vision exclusivement fonctionnelle selon laquelle le formaliste Chkovski envisage la combinatoire des motifs d'une intrigue, l'amène à ne pas totalement prendre en compte toute la spécificité d'une création particulière. Cette limitation est l'un des griefs que les théoriciens des mondes possibles, tels Thomas Pavel dans Univers de la fiction, adressent à l'approche structuraliste. Les théoriciens post-structuralistes réagirent à l'option rationaliste et scientifique du programme structuraliste, en soutenant qu'il est illusoire de chercher la structure unique et bien définie des œuvres littéraires, une telle structure découlant elle-même du travail de l'interprétation qui de sa nature est infinie et contradictoire. Pavel dénonce l'approche systématique du structuralisme qui souligne l'uniformité des fonctions narratives au détriment de la diversité des motifs, réduisant l'analyse des œuvres à la morphologie. Sous l'influence de la linguistique structurale et notamment des écrits de Louis Hjelmslev, les intégristes de la sémantique croient sans réserve à l'autonomie des objets sémiotiques, au point qu'ils rejettent toute référence à la réalité naturelle ou sociale qui rend ces derniers possibles. Le structuralisme, semble-t-il, ne rend pas compte de la spécificité et de l'unicité d'une œuvre au profit d'éléments sémiologiques généraux, de formes universelles et récurrentes, que l'on peut retrouver d'une production littéraire à l'autre. En second lieu, cette approche passe sous silence les relations d'interaction entre le monde de la fiction et l'univers référentiel en prêtant une attention exclusive au fonctionnement interne d'une œuvre. Or, les deux univers, celui de la réalité et celui de la fiction, entretiennent des liens serrés, le monde créé par l'artiste étant une variante du monde empirique. Cette conception, sur laquelle nous fonderons notre étude, fait partie de la théorie des mondes possibles, développée par certains critiques tels que Thomas Pavel, Brian Machal, Lubomir Dolzel ou David Lewis, qui permet d'explorer le statut ontologique de la fiction. Cette approche décloisonne et permet d'aérer des domaines, traités souvent séparément, tels la littérature, la philosophie ou la logique modale. En cela, elle alimente la réflexion comparatiste visant à l'interdisciplinarité. L'accent est mis sur la transversalité de ces disciplines, sur l'influence qu'elles exercent les unes sur les autres. Le décloisonnement concerne le domaine étudié de la fiction, qui n'est plus isolé du monde empirique. Les deux sphères réalité et imaginaire agissent de manière réciproque. Cette vision consiste à se démarquer de la conception traditionnelle, ségrégationniste selon la terminologie de Pavel. Les philosophes de la fiction ont proposé plusieurs solutions, chacune reflétant leurs positions épistémologiques vis-à-vis des rapports entre fiction et réalité. Certains théoriciens conçoivent ces rapports d'un point de vue que j'appellerais ségrégationniste, et caractérisent le contenu des textes de fiction comme pure œuvre d'imagination, sans aucune valeur de vérité. Cette distinction entre réalité et fiction est fondée sur l'axiome d'existence, où énoncés référentiels et énoncés fictionnels sont nettement différenciés. Les mots, dans le meilleur des cas, ne font que refléter le monde physique, réel. Ce point de vue a été défendu par Russell. La réponse de Russell à la question métaphysique consiste donc à refuser tout statut ontologique aux objets non existants. Dans cette perspective, les seules vérités énoncées sont des vérités empiriques. Cette vision réductrice s'oppose à la conception intégrationniste de Pavel. La vérité fictionnelle est une vérité modale, du possible. La fiction est une extension des pratiques référentielles, qui elles-mêmes contiennent des éléments de créativité.
Cette philosophie remet en question la frontière naturelle entre réalité et fiction. Un monde actualisé, réalisé dans certaines circonstances, est le fondement sur lequel peut se construire un nombre quasiment infini de mondes possibles. Chaque univers possède ainsi son propre monde actuel, qui sera appelé sa base. Un univers abrite de la sorte une constellation de mondes autour d'une base. Cette tension entre monde actualisé et monde actualisable prend tout son sens dans l'étude de fiction. Chaque fiction est une version actualisée parmi les actualisables. Cette problématique est particulièrement pertinente pour les fictions, où le jeu d'échecs s'inscrit dans la thématique ou apparaît dans la structure et dans la stratégie narrative. Le jeu d'échecs est lié à la modalité du possible, non seulement parce que les joueurs déplacent les pièces en fonction d'une stratégie fondée sur l'hypothèse. L'affrontement entre les deux camps opposés est fondé sur la réalisation ou non d'alternatives possibles. La stratégie s'appuie sur des combinaisons infinies, et aucune partie n'est identique à une autre. Les joueurs fondent toute leur stratégie sur des attentes et des hypothèses qui sont des constellations de mondes possibles. Elles peuvent être remises en question à chaque coup de l'adversaire, la partie étant ponctuée par des temps de réflexion, où les pièces sont immobiles, interrompues par les mouvements sur l'échiquier lorsque le joueur choisit de jouer. Cette conception des mondes possibles est d'autant plus pertinente que les œuvres échiquéennes appartenant à des aires culturelles et linguistiques variées, où tel joueur manipule un fou sur l'échiquier s'il est français, Patrick Sérry le maître et le scorpion, un autre joueur pousse un évêque sur les cases échiquéennes s'il parle anglais, Lewis Carroll de l'autre côté du miroir, un coureur s'il se réfère à lui en allemand, Stefan Zweig le joueur des apostrophes, échec ou officier s'il est russe, Vladimir Nabokov la défense Loudjine, chacun construit son monde possible. Le joueur est un manipulateur d'illusions, ce qui est une redondance étymologique. Les joueurs vivent chacun dans leur labyrinthe de possibilités, où sont en jeu la modalité du possible et celle de la volonté, en quête du fil d'Ariane menant à la mise en échec et mat du roi adverse. Dans Parti pris, Nabokov, jouant sur l'emboîtement phonétique des mots russes mire-monde et mirage, semblable au français, définit l'artiste comme un créateur d'illusions. Ce qui me paraît être le monde réel, c'est le monde que l'artiste crée, son propre mirage, qui devient un nouveau mire par le fait même qu'il se dépouille en quelque sorte de l'époque où il vit. De manière subversive, Nabokov opère une permutation entre le monde engendré par l'artiste, son mirage, qui devient vérité et réalité, et le monde empirique réduit à néant dans le processus de création. Vision aux antipodes de la conception ségrégationniste classique stigmatisée par Pavel. Le jeu d'échecs s'inscrit comme métaphore de la création littéraire utilisée dans des textes modernes tels Le joueur d'échecs de Zweig, Schachnovel 1942, ou La défense Loudjine de Nabokov, Zachitsa Luzina 1930. Les joueurs engendrent leur monde possible qui se substitue au réel objectif. De l'autre côté du miroir, variante d'Alice au pays des merveilles traduite en russe par Nabokov, annonce la réflexion sur l'ontologie de la fiction. Le roman fait la part belle à la création de mondes possibles. La traversée du miroir s'effectue sur l'échiquier qui métaphorise l'espace de la création et du jeu, et matérialise le territoire du let's pretend, ludique, du comme si, expression même de la modalité du possible. Deux romans ont été publiés à une époque charnière, La défense Loudjine 1930, de Nabokov, Le joueur d'échecs 1943, de Zweig. Les œuvres contemporaines appartiennent à des sphères linguistiques variées. La variante de Lüneburg de Paolo Moranzig, la variante d'I-Lüneburg 1993, le tableau du maître flamand de Arturo Pérez Revert, la tabla de Flandre 1990, Le maître et le scorpion de Patrick Sérry écrit en 1991. Feu pâle, Pale Fire 1962, de Vladimir Nabokov et La vie mode d'emploi de Georges Perec 1978, ont clairement une esthétique postmoderne, ce qui rend l'interprétation beaucoup plus ardue et d'autant plus passionnante. La problématique de la création des mondes possibles est au cœur de l'écriture postmoderne, où la notion de combinaison à l'infini mise en œuvre par un auteur conscient et démiurge renvoie au joueur d'échecs mettant en place sa stratégie. La littérature postmoderne met en œuvre une littérature de l'assemblage, de l'association délibérée de l'auteur où l'œuvre n'est pas offerte au lecteur clé en main, mais soumise à son interprétation comme une énigme à résoudre. En lecteur vigilant, il ne doit pas se laisser piéger par les manigances et les faux-semblants. Dans cette perspective, les mots reflètent moins qu'ils n'inventent le monde.
Il s'agit d'une véritable stratégie discursive qui repose sur l'art de l'illusion, où le possible est associé au vouloir. Le joueur, comme l'auteur, développe la vision qu'il choisit parmi d'autres mondes possibles, variantes du réel. Les mondes fictionnels ne redoublent pas, mais enrichissent la réalité. Dans cette optique, le monde réel ne semble être qu'expérience parcellaire dans l'infinité des mondes possibles. Ce constat a amené certains théoriciens des mondes possibles à reconsidérer totalement la différence ontologique entre monde possible et monde réel. David Lewis défend l'idée que les mondes possibles et les objets qui les composent sont aussi réels que le nôtre. En tout cas, la frontière entre monde réel et monde fictionnel ne semble pas si étanche que l'on pourrait croire. Le monde empirique n'est qu'une actualisation d'infini possible auquel la littérature, et particulièrement l'expérimentation postmoderne, donne existence. Comme le souligne Umberto Eco dans Lector in Fabula, la littérature est une machine à produire des mondes possibles. Même si l'œuvre postmoderne se revendique auto-référentielle, elle ne peut occulter totalement le référent et l'espace humain. La théorie de la fiction ne peut dès lors faire l'économie d'une prise en compte de la continuité entre réalité et fiction, qui constitue une bifurcation possible du réel. Une notion essentielle relie ces trois thématiques que sont le jeu d'échecs, la littérature postmoderne et la théorie des mondes possibles, celle du labyrinthe évoquant une image centrale dans l'œuvre de Borges. Dans Fiction, un récit est consacré à ce thème, le jardin au sentier qui bifurque. Il croyait à des séries infinies de temps, à un réseau croissant et vertigineux de temps divergents et parallèles. Cette rame de temps qui s'approche, bifurque, se coupe ou s'ignore pendant des siècles, embrasse toutes les possibilités. La partie d'échecs forme une arborescence qui peut être reliée à la notion du labyrinthe. Le parallélisme devient un simple cas particulier, au sein de ce qui ressemble fort au diagramme de bifurcation évoqué par Prigogine. Le labyrinthe s'inscrit dans l'espace comme un ensemble de bifurcations, schéma qui n'est pas étranger au joueur d'échecs qui, avant chaque coup où il met en mouvement ses pièces, doit choisir entre diverses possibilités dans le silence et l'immobilité. Cette évaluation mentale de tous les possibles aboutit à l'actualisation d'un seul d'entre eux. Ce choix ne repose que sur l'omnipotence du joueur, démiurge solitaire responsable de son jeu, animateur effacé des pièces sur l'échiquier. Le rapprochement avec l'auteur est particulièrement net si l'on prend en considération la remarque de Brian McHale. L'auteur postmoderne s'arroge les pouvoirs auxquels les dieux ont toujours prétendu, omnipotence, omniscience. L'auteur agit sur son œuvre, tel un joueur d'échecs qui se meut mentalement en un va-et-vient constant. Passé, présent et développement futur hypothétique sont reliés dans cette stratégie échiquéenne. Le joueur crée son monde possible. Les trois présents évoqués par saint Augustin sont actualisés pendant la partie d'échecs. L'ensemble de la partie se divise en coups, chacun d'entre eux marquant une bifurcation qui implique un temps de réflexion et un choix ponctuel. Chaque bifurcation constitue une étape, une tension entre le coup précédent et le suivant. La maîtrise de l'espace et celle du temps sont étroitement imbriquées dans la constitution de l'ensemble de la partie. Le jeu d'échecs permet de déployer le multiple et les plis du récit. Citant le philosophe Bruno dans De Triplici Mimino, Deleuze évoque les fonctions du pli. Expliqué, impliqué, compliqué forment la triade du pli, suivant les variations du rapport un multiple. Les espaces-temps se multiplient à l'infini, en autant de mondes possibles. Une des modalités du pli est constituée par la mise en abîme où le principe esthétique de la répétition et de l'emboîtement crée un effet de miroir transcendant toute limite, effet souligné par Lucien Dellenbach. Le récit spéculaire parle de l'impression leibnizienne d'une série de mondes emboîtés les uns dans les autres vertigineusement répercutés. Cette structure spéculaire de la mise en abîme est évoquée par Brian McHale. Les structures de répétition peuvent faire apparaître le spectre d'une régression vertigineuse et infinie. Cette structure engendrant des mondes possibles peut également représenter un effet en trompe-l'œil, qui induit le lecteur en erreur, tactique utilisée par l'auteur postmoderne auquel McHale consacre un chapitre dans Postmodernist Fiction. Jean Ricardou a appelé ceci la stratégie de la réalité variable, une stratégie par laquelle une représentation soi-disant réelle se révèle avoir été simplement virtuelle. Une illusion ou une représentation secondaire, une représentation dans la représentation ou vice-versa. Une représentation soi-disant virtuelle est montrée comme étant vraiment réelle.
L'auteur ainsi placé dans la position autocratique du joueur d'échecs devient un manipulateur, créateur de mondes possibles tel un illusionniste. Il fait entrer dans le jeu, comme l'étymologie du mot le suggère. Il règne en maître absolu de l'espace et du temps, qu'il manipule allègrement, se faisant à l'image de Dieu, parodiant sa faculté de créer son univers à l'aide des mots. Brian McHale cite William Gass dans son commentaire sur le rôle démiurgique de l'auteur ayant toute autorité sur son texte, à l'instar du joueur d'échecs. De nos jours, dit William Gass, le romancier reprend souvent l'apparence de Dieu. L'auteur-créateur, l'imaginatif élaborant son monde possible affronte un contre-monde antagoniste. Cet achoppement entre deux mondes renvoie à la bipolarité des échecs, au manichéisme des deux couleurs opposées. Dans le jeu d'échecs s'exprime une tension entre deux versants, deux versions possibles qui cherchent à s'imposer à l'autre. Le combat se joue également entre deux espaces où réalité et espace imaginaire agissent l'un sur l'autre, justifiant la théorie des mondes possibles. La frontière entre univers empirique et fictionnel n'est pas intangible. L'influence d'un monde sur l'autre est réversible. Le monde du réel est contaminé par le jeu, ce qui peut conduire à la folie. Plusieurs espaces s'interposent, se superposent, s'imposent dans un jeu de duplication où sont décloisonnés réel et fiction. PREMIEDRE partie, le jeu de CHECS, l'infini dans le fini. Les jonctions, disjonctions et conjonctions qui ont lieu au cours du jeu du monde, entre l'unité et la pluralité qui passent constamment l'une dans l'autre, effectuant à la fois une unité et une lutte des contraires, nous laissent aux prises avec les problèmes de l'un et du multiple enchevêtré. Kostas Axelos, le jeu du monde. L'espace échiquéen est structuré de manière rigoureuse. Avec ses 64 cases blanches et noires, ce jeu apparaît comme un monde déterminé où chaque pièce représente une fonction. Les cases suivent une alternance immuable des deux couleurs opposées, le blanc et le noir. La disposition des pièces en début de partie présente une vision statique, marquant la séparation bien définie entre deux polarités. Chaque camp est posé comme le miroir inversé de l'autre. Dans cet espace fini, les possibilités combinatoires sont illimitées, dès que la tension entre les deux adversaires s'engage par le déplacement des pièces dans l'espace vide constitué par 32 cases en début de partie. Le nombre de cases vides, 32, est exactement le même que celui des cases occupées par les pièces bien ordonnées avant qu'elles ne soient déplacées. La problématique de la combinatoire à l'infini renvoie à l'expérimentation de l'écriture postmoderne dont Calvino a bien exprimé le défi. Chaque vie est une encyclopédie, une bibliothèque, un échantillonnage de styles, où tout peut se mêler et se réorganiser de toutes les manières possibles. Calvino évoque d'emblée l'analogie entre la vie et l'écriture, posant ainsi la question de l'affinité ontologique entre le réel et la fiction. L'expérimentation des possibles dans la fiction, qui ouvre sur l'infini, présente des variantes infinies de possibilités offertes par l'existence dans la vie réelle. Chaque monde fictionnel peut être défini comme un monde alternatif, selon la terminologie de Lubomir Dolzel, c'est-à-dire un monde possible qui est une forme transposée du monde réel ou d'un autre monde possible. La transposition préserve le schéma et l'histoire principale du monde réel ou du proto-monde, monde fictif déjà construit, mais les situe dans un cadre temporel ou spatial différent. Dans ce passage de la réalité à la fiction, les éléments de la vie empirique cèdent la place à des mondes possibles. Selon Itamar Even-Zohar, cette transposition opère des sélections préfabriquées du répertoire dont dispose la culture en question. Certains éléments sont prélevés, tandis que d'autres sont laissés de côté dans les éléments de la réalité. Le répertoire culturel, se référant à un monde réel précis, est constitué de ce qu'Itamar Ben-Zohar appelle réalem. Il met en évidence la continuité du réel et de la fiction, qui loin de refléter ou de redoubler la réalité, opère des variations à l'infini, tout comme les combinaisons du jeu d'échecs. Dans ce chapitre, les œuvres évoquées sont orientées vers la fragmentation du sens et de l'espace. Elles construisent des sens sémantiques et spatialité dont la multiplication tend vers l'infini grâce à un jeu de combinaisons, qui caractérise le jeu d'échecs. Le film canadien Cube s'est inspiré de cet aspect du jeu, qui peut être mis en perspective avec notre problématique de l'errance échiquéenne. Les personnages y sont enfermés dans des cubes, se déplaçant de l'un à l'autre grâce à un jeu de combinaisons,
afin de pouvoir s'échapper de cet enfer géométrique. Cette structure rappelle les bifurcations combinatoires dans la vie mode d'emploi. Le mouvement de pièce en pièce parcourant le carré de l'immeuble s'effectue par la marche du cavalier. Cependant, dans cette construction similaire au jeu d'échecs, les règles sont plus mouvantes et irrégulières dans ce film postmoderne. Les cases bougent également, ce qui contrarie les savants calculs et la prévisibilité. Les règles changent aussi au cours du processus de sortie hors du labyrinthe, l'adversaire invisible contrecarrant les personnages. Leur rationalité n'est pas un atout infaillible. Dès qu'il perce à jour le secret des combinaisons, clé de l'évasion hors du labyrinthe, la règle ne fonctionne plus et le jeu des combinaisons invalidé. À la manière de pièces échiquéennes, les personnages sont tués les uns après les autres, à l'exception du fou, qui sort du dédale. Il s'agit de la mise en abîme d'une stratégie mortelle aléatoire sans qu'il y ait de logique. Le labyrinthe échiquéen qui se déploie de pli en pli, ne constitue vraiment pas le chemin le plus court, mais un long détour qui tend vers l'infini. Chapitre 1 : Le pli à l'infini. La notion d'infini liée aux potentialités illimitées du virtuel est évoquée par Gilles Deleuze dans Le Pli, qui se réfère à Leibniz, présentant le monde comme un réservoir de potentialités. Le monde serait constitué de virtualités qui se plient et se déploient. Pli et dépliement, architecture extérieure et intérieure. Cette configuration rappelle la vie mode d'emploi de Pérec. La façade de l'immeuble y contient des infinis d'espace-temps qui se déroulent au fil de la narration selon le déplacement continu du cavalier de case en case, de pièce en pièce. À chaque case, le narrateur, partant de ce qu'il voit, du mobilier, entreprend de restituer le récit de chaque personnage ayant vécu dans l'appartement. Les histoires des uns et des autres se croisent et se décroisent, créant une infinité de mondes possibles. Les récits s'imbriquent les uns dans les autres à la manière d'un hypertexte. Le lien entre immeuble et pièce, entre échiquier et case, entre contenant et contenu renvoie à la configuration de mise en abîme, évoquée par McHale sous le terme de monde en Chinese box, qui peut être traduite de manière plus parlante en français par empoupée gigogne. Les différentes mises en abîme sont autant de fenêtres sur d'autres mondes, comme le souligne Lucien Dellenbach, la mise en abîme permettant d'allier différents mondes selon le principe du miroir, du reflet qui reproduit une image. Le jeu d'échecs enferme les pièces, dont les rôles respectifs sont déterminés, dans un espace circonscrit et totalisable. Dans cet espace structuré, le joueur invente de nouvelles combinaisons, n'épuise jamais toutes les possibilités. La persistance de l'incommensurable sous l'apparence du mesurable renvoie au thème de l'infini qui se manifeste derrière l'image de la grille, image même du matérialisme scientifique. Ce motif a été étudié par Bertrand Rouby dans son article « Spectre de l'infini », Anno Domini de George Barker. Il s'agit de compléter l'état des lieux du matérialisme ambiant par une vision qui postulerait une rémanence de l'infini sous le masque du fini. Cette conception d'un incommensurable sous-jacent à la structure limitée et mesurable rappelle les remarques de Prigogine dans la Nouvelle Alliance. Il y évoque la physique quantique comme une ouverture vers l'infini. On peut également penser à la manière dont Anaxagore conçut la richesse des possibilités créatrices de l'univers. Toute chose contient, dans toutes ses parties, jusqu'au plus infime, une multiplicité infinie de germes qualitativement différents intimement mélangés. Ici aussi, toute région de l'espace des phases garde une richesse de possibilités qualitativement différentes. Le jeu d'échecs ne serait-il pas la métaphore de cette connaissance toujours en expansion car insaisissable dans sa globalité ? L'espace quadrillé de manière mathématique n'a que l'apparence du fini. Au fil de combinaisons se déploient de nouvelles possibilités telles des plis à l'infini. L'espace strié unifié masque le multiple, autant de chemins vers l'incommensurable, tel un univers toujours en mouvement. C'est là qu'on va de pli en pli, non pas de point en point, et que tout contour s'estompe au profit des puissances formelles du matériau, qui montent à la surface et se présentent comme autant de détours et de plis supplémentaires. Cette configuration s'oppose totalement à la parallèle, qui induit une temporalité linéaire. Au contraire, elle suppose l'inclusion d'espaces-temps radicalement différents, la coexistence de multiples mondes possibles, constituant ainsi des univers parallèles. Cette configuration multiple peut être reliée au concept d'hypertexte, qui constitue une présentation de l'information comme un réseau de nœuds reliés,
que le lecteur est libre de parcourir librement de manière non linéaire. Il autorise des lectures polysémiques, une pluralité de parcours et de lectures, comme dans Les villes invisibles de Calvino. Le Khan y rêve de citer en forme d'échiquier. L'échiquier s'inscrit dans la problématique d'un monde éclaté aux multiples versants et dimensions, où plusieurs versions du réel peuvent coexister dans un univers discontinu. Ces villes invisibles représentent, sous une forme architecturale, l'écriture postmoderne par une construction hétérogène aux multiples interstices. Le lecteur doit se frayer un chemin dans ce dédale de mondes possibles de cette ville imaginaire, où le catalogue des formes est infini. Jeu de combinaison et de correspondance, structuration de l'espace. La cohabitation de plusieurs mondes possibles se matérialise grâce à l'association d'éléments appartenant à des ensembles divers. Grâce à ce jeu combinatoire, employé de manière systématique par les écrivains d'Oulipo, est rendue possible la création de mondes alternatifs dont l'ambiguïté échappe à toute limite. De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, la vie mode d'emploi de Pérec et Feu pâle de Nabokov élabore, utilisant le jeu d'échecs chacun à sa manière, des univers fictionnels grâce à des systèmes de combinaison et de correspondance. Dans les trois œuvres qui transposent certains éléments du réel, ne peut-on pas parler de déplacement et d'expansion d'un monde ou d'un proto-monde, monde possible, selon la terminologie de Dolezal? La vie mode d'emploi transpose certains éléments du monde empirique dans un cadre spatio-temporel différent au sens propre et figuré. Le cadre qui structure la narration est le carré orthogonal de 10 sur 10 de la façade d'un immeuble divisé en pièces formant différents appartements. La narration est fondée sur la combinaison d'un principe mathématique, carré orthogonal, et d'un principe échiquéen, le déplacement systématique du cavalier sur la surface de l'immeuble divisé elle-même en carrés correspondant aux cases sur l'échiquier. Partant d'un pan du réel, Pérec met en place un monde qui fait écho au monde réel. Pérec joue sur l'illusion mimétique. Le monde entier, dans toute sa diversité, semble se répercuter par ces divers mondes possibles sur les structures spatio-temporelles englobant quasiment le monde entier. Chaque appartement, décrit grâce au déplacement inexorable du cavalier, déclenche la remémoration des événements passés de la vie des habitants successifs de l'immeuble. Pérec effectue la transposition du réel dans une nouvelle structure spatio-temporelle qui inclut elle-même différents espaces-temps, changeants et mouvants. À partir de la structure fermée, la notion même de voyage et d'errance est mise en œuvre. Le déplacement sur l'espace échiquéen, conçu comme une errance, a été inauguré par de l'autre côté du miroir. Lewis Carroll y évoque le voyage d'Alice sur la surface d'un échiquier. L'espace échiquéen est la métaphore même de ce que Dolezal nomme déplacement. Celui-ci est construit comme une version essentiellement différente du proto-monde, le monde de départ supposé réel en réélaborant sa structure, au point de saper de manière polémique l'autorité du monde initial. Le roman de Nabokov Feu pâle est structuré de manière bipartite, posant deux mondes possibles dans une relation quasiment antagoniste. La première partie est consacrée au poème de Shade, dont le nom, Ombre, évoque les cases sombres de l'échiquier. La seconde partie comprend le commentaire du poème par Kinbote, que l'on soupçonne être le roi de la Zembla et qui s'approprie la ligne du récit. Le poème de Shade s'estompe. Le commentaire, centré uniquement sur l'histoire de Kinbote, se substitue au proto-monde que constitue le poème. Celui-ci est le monde de départ à partir duquel Kinbote élabore une extension possible. Le commentaire de Kinbote, dont le nom semblable à King, renvoie au jeu d'échecs, est l'expansion du monde initial dont il étend la portée, en remplissant ses blancs, construisant sa préhistoire, sa post-histoire, au point de le faire disparaître dans ce jeu bipartite. Comme au jeu d'échecs, le joueur se sert du développement de l'adversaire pour imposer sa propre stratégie dont le roi est l'élément central. Cette appropriation du texte par l'adversaire correspond à la définition que donne Dolezal de l'expansion, d'un proto-monde. Dans l'expansion, le monde qui succède au monde de départ lui est complémentaire, ce monde initial est inséré dans un monde cotexte. L'originalité du monde construit par Kinbote réside dans le fait qu'il supplante totalement le poème qui n'est plus qu'une ombre passée. La mise en échec de Shade est totale dans cette expansion interne à l'œuvre. La fin de l'introduction, présentée par Kinbote, prend l'allure d'une victoire annoncée sur Shade. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est le commentateur qui a le dernier mot. En effectuant diverses opérations,
transposition, expansion ou déplacement, les trois œuvres construisent leur monde possible à partir d'un monde réel ou fictionnel. Pérec évoque les hypothèses de travail qui ont précédé l'élaboration de la vie mode d'emploi dans l'Atlas de littérature potentielle, plus particulièrement dans la section intitulée « 4 figures pour la vie mode d'emploi ». Ces structures régissant l'œuvre, tel le schéma connu sous le nom de bicarré latin orthogonal d'ordre 10, sont conformes au principe de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, refus du hasard dans le processus de création, mise en place de contraintes formelles, parfois régies par les mathématiques afin d'éviter l'aléatoire, goût de la combinatoire, association, permutation, substitution d'éléments. Dans la vie mode d'emploi, Pérec relie 3 ébauches de projets, indépendantes les unes des autres, concernant l'application à un roman du bicarré latin orthogonal 10/10, la description d'un immeuble parisien dont la façade aurait été enlevée et la reconstitution d'un gigantesque puzzle. La réunion de ces 3 points de départ se fit brusquement le jour où je m'aperçus que le plan de mon immeuble en coupe et le schéma du bicarré pouvaient fort bien coïncider. Chaque pièce de l'immeuble serait une des cases du bicarré et un des chapitres du livre. Au centre de ces histoires bâties comme des puzzles, l'aventure de Bartlebooth tiendrait évidemment une place essentielle. Le jeu d'échecs, métaphore même de l'aspect ludique de l'écriture combinatoire, vient se greffer aux différentes procédures de la construction du roman. La marche du cavalier sur l'échiquier carré immeuble introduit la dynamique du récit. Mais la succession des chapitres ne pouvait pas pour autant être laissée au seul hasard. J'ai donc décidé d'appliquer un principe dérivé d'un vieux problème bien connu des amateurs d'échecs, la polygraphie du cavalier confère. François Le Lyonnais, Dictionnaire des échecs, PUF, 1974, pp. 304 à 305. Il s'agit de faire parcourir à un cheval les 64 cases d'un échiquier sans jamais s'arrêter une seule fois sur la même case. Le principe organisateur de ce roman puzzle est la marche du cavalier en 1-2, sur le côté et en arrière, ou en avant ou vice-versa. Ainsi les possibilités sont au nombre de 8 à chaque coup pourvu que les cases soient encore disponibles. Le cavalier est lui-même une pièce qui se prête à la combinaison, alliant 2 mouvements à chaque déplacement. La polygraphie du cavalier structure le roman en 6 parties. Pérec joue sur la polysémie de ce mot, à la fois division à l'intérieur du roman et rencontre échiquéenne. Dans cette partie d'échecs pourtant solitaire, chaque fois que le cheval est passé par les 4 bords du carré de l'immeuble, commence une nouvelle partie. Un immeuble parisien, le carré mathématique, un puzzle, le jeu d'échecs. Tous ces éléments sur lesquels est fondée la vie mode d'emploi sont des fragments du monde réel que Pérec a sélectionnés. Il combine 2 jeux, puzzle et jeu d'échecs, avec la réalité concrète de l'immeuble et le concept abstrait mathématique, toutes ces unités formant ce qu'Itamar Evenzoar appelle les réalèmes. Dans chaque culture donnée, il existe un répertoire de situations possibles, susceptibles d'être racontées, où l'écrivain puise afin de créer son monde possible, qui peut atteindre une relative autonomie par rapport au réel dont il est issu. C'est ainsi que les réalèmes peuvent constituer avant tout des secteurs d'organisation textuelle, contribuant à la démarcation des segments, à l'enchaînement et à d'autres procédures de cohésion textuelle. Il n'y a certes pas lieu de prétendre que le caractère de monde réel du réalème a été effacé, mais il a pu être neutralisé dans une large mesure, au gré bien entendu, des données spécifiques du modèle impliqué. Pérec transpose des éléments du monde empirique dans un monde fictionnel où ces unités forment une composition nouvelle porteuse d'une signification qui ne peut être qu'interne à ce monde possible particulier. Cet assemblage constitue l'architecture du roman de Pérec, où le déplacement du cavalier solitaire déclenche la narration, de case en case, de pli en pli jusqu'à l'épuisement des cases possibles. C'est un jeu de remplissement, où l'on conjure le vide et ne rend plus rien à l'absence. C'est le solitaire inversé, tel qu'on remplit un trou sur lequel on saute, au lieu de sauter dans une place vide et d'ôter la pièce sur laquelle on saute, jusqu'à ce que le vide soit complet. Ce cavalier échiquéen, ne s'opposant à aucun adversaire, évoque le jeu du solitaire qui permet de déployer la narration de pli en pli. Il permet de relier l'ensemble, de donner cohérence et logique aux différentes... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.